La criminologie est l'étude du phénomène criminel dans son ensemble, ce qui inclut la création de lois, la violation des lois et la réaction sociale et répressive face à cette violation. La criminologie décrit non seulement chacune des facettes du phénomène criminel, mais aussi à les comprendre et à l'expliquer. La délinquance est à la fois un fait normatif et à la fois une réalité humaine et sociale. Cette obligation n'est aperçue qu'à la fin du XIXe siècle. Jusque-là, la délinquance n'est vue que comme simple fait juridique. C'est à ce moment-là qu'est apparue la criminologie. Cette discipline n'a cessé de se développer. La coexistence sociale est jalonnée à la criminalité. Les phénomènes criminels représentent trois caractères principaux. Les crimes est humain, les crimes est social, les crimes est culturel. Les crimes est humain car il a un caractère congénital à l'existence humaine, contrairement à l'animal qui ne programme pas, normalise pas, ne connaît pas les notions de bien et de mal. Le comportement criminel est relatif au bien et au mal. Le crime est un fait social car la délinquance est un phénomène normal, social, en ce sens que la délinquance s'observe dans toutes les sociétés et plus largement, la délinquance s'observe dans tous les groupes sociaux. À chaque type de société correspond à un type défini de criminalité. La délinquance n'est que le reflet de la société. Chaque société a la criminalité qu'elle mérite. Toute l'existence sociale s'accompagne d'un certain nombre de crimes. Le crime est un fait sociologique normal, c'est atopique. Donc les crimes au sens large englobent l'ensemble des actes criminels et au sens technique les droits pénals. La dimension culturelle des crimes est que chaque société a sa culture et chaque culture forge ses crimes. La relativité des notions dans le temps et dans l'espace. Quels que soient les types de comportements, toutes les sociétés souffrent du fait criminel et veulent prévenir et de là vient le rôle du droit pénal, c'est-à-dire incrimination des faits criminels. Bienvenue dans votre émission juridique Injusticia. Aujourd'hui, nous parlerons de la lutte contre le terrorisme en RDC avec comme invité Maître Bertrand Toussaint Kabembela, avocat près la Cour d'appel du Haut-Katanga. Alors, Maître, je vous souhaite bienvenue dans Injusticia. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci beaucoup. Alors, nous parlerons aujourd'hui de la lutte contre le terrorisme en droit congolais, en République démocratique du Congo. Alors, qu'entend-on par le terrorisme selon les droits nationaux et les droits internationaux? Pouvez-vous nous définir en détail la définition? Merci beaucoup. Je vais d'abord commencer par préciser qu'au niveau international, il n'y a pas une définition qui fait l'unanimité. Mais au niveau de la RDC, nous avons quand même une définition. En fait, même si la définition qui a été tentée au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union européenne, il y a aussi, je parlais aussi du niveau régional, au niveau de l'Afrique, pour ne pas parler d'autres continents, parce que la RDC se trouve en Afrique. Mais je voudrais juste dire que par terrorisme, nous entendons l'ensemble des actes qui peuvent se commettre par une personne agissant seule ou par des personnes agissant en groupe. Là, nous parlons soit de l'entreprise individuelle, de l'entreprise collective, dans le but de pouvoir intimider, de pouvoir porter atteinte à l'ordre public, de pouvoir susciter la peur, afin d'amener soit un gouvernement, soit une organisation internationale, soit une structure quelconque qui a un certain pouvoir dans un sens comme dans un autre. Ça peut être dans un sens idéologique, ça peut être pour atteindre des objectifs religieux. Donc pour vous dire qu'au niveau international, quand vous parcourez les différentes conventions, on va en parler, j'espère, quand vous parcourez les différentes conventions, quand vous parcourez, vous allez voir ces caractéristiques qui vont ressortir.
Mais quand nous sommes en droit congolais, ce sont pratiquement les mêmes caractéristiques que le législateur congolais a pu relever. Mais le législateur congolais est allé dans le même sens que la Convention d'Alger. C'est la Convention de l'Union africaine sur la lutte contre le terrorisme. Et nous retrouvons toujours les mêmes caractéristiques. D'abord, le contexte, c'est-à-dire une entreprise individuelle ou une entreprise collective. Nous avons des objectifs à atteindre. On veut susciter la peur, parce que dans le mot terrorisme, il y a le mot terreur qui entre là-dedans, il y a l'intimidation, et il y a beaucoup d'actes qui peuvent être là-bas. Dedans, ça peut être les enlèvements, les prises d'otages, ça peut être des meurtres, des assassinats qui peuvent survenir. Mais bref, la définition, tant au niveau international, régional et national, rentre dans ce contexte-là. Et ceux qui commettent les actes terroristes veulent atteindre des objectifs précis. Vous avez écrit un livre sur la lutte contre le terrorisme en République démocratique du Congo. Quels étaient vos objectifs en l'écrivant? En fait, en tant que chercheur, nous voulions d'abord attirer l'attention. Le livre lui-même est intitulé « Lutte contre le terrorisme en République démocratique du Congo. Défis législatifs et urgence de réformes face à une menace mondiale ». Nous avons constaté que de plus en plus dans les informations, on nous relate des actes terroristes qui se passent en RDC, mais la législation congolaise ne s'aligne pas totalement sur les prescrits du droit international en matière de lutte contre le terrorisme. C'est comme ça que nous avons entamé nos recherches et nous avons publié ce livre qui est en fait au départ un livre plaidoyer qui s'adresse premièrement aux décideurs afin qu'ils puissent aligner le droit congolais sur les standards internationaux, mais qui s'adresse aussi aux chercheurs, aux juristes, puisque nous savons qu'il y a par exemple certains avocats qui peuvent avoir des dossiers en matière de terrorisme. Nous avons aussi les magistrats qui doivent être éclairés et nous avons pensé mettre ces livres à la disposition du grand public en commençant, comme je l'ai dit, par les décideurs pour les orienter. Et dans ce livre, nous ne sommes pas arrêtés seulement à décrire le cadre juridique, nous avons aussi fait des propositions. Nous avons fait des propositions. L'une des grandes propositions que nous avons pu faire, c'est que la RDC doit se doter d'une loi antiterroriste et la RDC doit avoir des organes qui vont poursuivre comme il le faut, puisque la poursuite en matière d'actes terroristes et la poursuite pour les infractions des droits comme les autres infractions, très souvent, à part quelques petites infractions, la poursuite n'est pas la même. Les enquêtes, comment elles sont menées, comment est-ce que le magistrat doit instruire, la garde à vue, les perquisitions. Vous allez voir que dans les pays qui se sont mis au niveau du diapason international, il y a certaines réformes qui ont été envisagées. Donc notre objectif principal, c'est celui-là, attirer l'attention des pouvoirs publics. C'est vrai, la RDC, pour ceux qui vont lire, ils vont voir que la RDC a fait certaines tentatives, mais ce n'est pas encore suffisant. Est-ce que la RDC a ratifié les conventions internationales contre le terrorisme? Oui, la RDC a ratifié. Jusqu'à l'heure actuelle, nous avons 19 conventions en matière de lutte contre le terrorisme. On ne va pas les relater toutes ici, mais je vais juste donner un exemple. Après les attentats du 11 septembre 2001, en 2002, le législateur congolais a légiféré en matière de lutte contre le terrorisme avec le code pénal militaire, en commençant par l'article 157 jusqu'à l'article 160. Mais si vous allez vers l'article 206, vous allez voir que le législateur congolais a statué sur ça. Mais aussi, nous avons une loi en RDC en matière de lutte contre le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux et la prolifération d'armes légères. Donc la RDC, en s'engageant, elle a pris des engagements au niveau international en voulant les exécuter au niveau du pays. Parce que quand nous regardons les conventions ou les traités relatifs à la lutte contre le terrorisme, ce qu'on demande aux États, c'est d'abord de prévenir les actes de terrorisme dans leur pays, mais aussi de pouvoir lutter contre ces actes-là. On prévient
en voulant que ça n'arrive pas. On lutte malheureusement si c'est déjà arrivé. Mais l'un des grands objectifs ou le meilleur comportement affiché ou la meilleure attitude, c'est la prévention. Il ne faudrait pas que ça arrive parce que si ça arrive, ça va causer ou ça peut causer beaucoup d'atteintes aux droits individuels, à l'intégrité physique, droit de propriété, même au droit à la vie. Mais concernant la législation, alors quelles sont les législations applicables en RDC en matière du terrorisme? Bon, en RDC, premièrement, nous avons le code pénal militaire. Puisque au niveau du droit international comme tel, il n'y a pas de peine. C'est-à-dire, le pays... Pourquoi il n'y a pas de peine Non, au niveau international, il y a des mesures. C'est-à-dire, le droit international, parce que là, nous sommes dans le droit international public. Dans le droit international, dans les traités, on ne prévoit pas des peines. Les peines, ça, c'est l'attitude qui est laissée au gouvernement, à chaque gouvernement. Un gouvernement va ratifier un traité international. Au niveau du droit international, nous avons 3 obligations en matière de ratification des traités. Nous avons, premièrement, l'obligation de respecter, c'est-à-dire, quand vous vous engagez, vous dites « je vais respecter ». Il y a l'obligation de protéger. Il y a l'obligation de réaliser la mise en œuvre. C'est dans la mise en œuvre, où d'autres auteurs parlent de la réalisation, que l'État, comme la RDC, va maintenant concrétiser ses engagements en faisant que ce soit des lois pour poursuivre les personnes qui vont commettre des comportements répréhensibles. Ici, nous parlons des actes terroristes. C'est comme ça que ça se concrétise au niveau national. Mais au niveau international, vous allez voir par exemple la pratique des gels des avoirs. On dit si quelqu'un a commis des actes terroristes ou bien soupçonné d'avoir financé, on peut geler ses avoirs. On interdit par exemple aux États, dans certains traités, de pouvoir loger certains terroristes. Il y a même les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont ces engagements-là qu'on a au niveau international, mais au niveau des pays, il y a maintenant des peines. Et quelles sont ces peines? Comment prévoit le régime répressif? Merci beaucoup. Quand vous lisez l'article 158 du Code pénal militaire, un acte terroriste est puni de 20 ans de prison, mais si ça causait la mort, c'est la peine de mort. Mais quand vous descendez, il y a l'article 159, il y a l'article 160, où on interdit par exemple le fait que vous soyez au courant que quelqu'un est en train de planifier des actes terroristes, vous ne dénoncez pas. On va vous poursuivre, non pas comme auteur direct, mais cette fois-là, vous étiez informé, vous n'avez pas arrêté. Mais la RDC a laissé une brèche, le législateur congolais a laissé une brèche pour une personne qui coopère avec la justice. Quand la personne coopère avec la justice, elle peut bénéficier des circonstances aggravantes, atténuantes qui sont prévues par la loi. Mais quand vous allez au niveau de l'article 206 du Code pénal militaire, là on réprime ce qu'on appelle l'apologie du terrorisme. C'est là où nous interpellons les uns et les autres qui voient les actes terroristes, qui sont en train de commenter, surtout aujourd'hui quand nous avons, avec les médias sociaux, on appelle ça l'apologie du terrorisme. Et cet article, comme nous sommes en train de parler de la lutte contre le terrorisme, ne s'arrête pas seulement au terrorisme. On parle des crimes internationaux aussi, pour ceux qui vont lire, mais ici nous sommes dans ce cadre-là. Donc la répression est celle-là. Si vous commettez un acte terroriste, on va vous condamner à 20 ans de prison, mais si ça causait la mort, c'est la peine de mort. En parlant de la peine de mort, est-ce que c'est réalisable en réalité, c'est bien accompli? Bon, moi je ne dirais pas si c'est bien ou ce n'est pas bien accompli, mais moi je pense que le débat est ailleurs. En fait, quand on parle de la peine de mort, nous avons 2 tendances. Il y a 2 courants. Il y a le courant qu'on appelle rétentionniste, ceux qui veulent que les personnes qui commettent les actes d'homicide qui portent atteinte à la vie d'autrui soient exécutées. Parce que d'après eux, l'une des raisons, et ça je suis entré en détail dans le livre, d'après eux, on doit écarter les mauvaises personnes parce qu'elles vont donner des mauvais exemples aux autres. Il y a plusieurs raisons. Mais de l'autre côté, nous avons aussi les abolitionnistes qui prônent à ce que la peine de mort soit abolie.
Maintenant, quel est le débat que nous avons ici en République démocratique du Congo? En République démocratique du Congo, il y avait un moratoire contre la peine de mort. C'est-à-dire une personne pouvait être condamnée à cette peine, à la peine capitale, mais elle ne pouvait pas être exécutée. Mais il s'est fait que depuis mars 2024, le gouvernement congolais a renoncé, a mis fin à ce moratoire. Entre autres, les auteurs des actes terroristes doivent être condamnés à la mort. C'est-à-dire, si les actes terroristes ont causé la mort, vous devez être condamné à mort. Maintenant, quelle est ma position? Moi, je pense que c'est ça même la question. La peine de mort ne sera plus applicable. Si, elle est maintenant, elle est appliquée. Avant, elle n'était pas appliquée. C'est une peine qui est dans le droit, dans le code pénal congolais. Elle est là, mais elle n'était pas appliquée parce que le moratoire voulait tout simplement dire on suspendait l'exécution de cette peine-là. Mais en 2024, en mars, le gouvernement congolais a décidé de lever ce moratoire. Le gouvernement congolais a dit, à partir de cette date, si vous êtes condamné à mort, on va vous exécuter. Et notamment les terroristes. Maintenant, quelle est ma position? Je pense que c'est ça même la question. Moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je pense que j'ai donné ma position dans le livre. Je ne suis pas je suis abolitionniste. Je ne suis pas en faveur... Vous êtes contre la peine de mort? Oui, je ne suis pas en faveur de la peine de mort. Je donne mes raisons. Parmi les raisons qu'on a données, et même quand vous lisez la Constitution congolaise, la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Est-ce que nous ne pouvons pas, au niveau de la RDC, explorer d'autres moyens pour, au lieu d'exécuter les personnes qui seraient condamnées à mort? Puisque quand on regarde les statistiques, les pays où on exécute cette peine, il n'y a pas tellement, ou il n'y a pas d'incidence sur le taux de la criminalité. Mais moi, je suis un défenseur des droits de l'homme et moi, je pense que la vie elle reste sacrée. D'ailleurs, le droit de l'homme, ou le droit à la vie, c'est ce qui fait que les autres droits puissent être reconnus à une personne. Parce que quand une personne est vivante, elle peut bénéficier et exercer certains de ses droits. Est-ce qu'on peut dire que la peine de mort serait en contradiction avec les normes internationales des droits de l'homme? Je l'ai dit, Comment trouver l'équilibre? Pour trouver l'équilibre, d'abord, nous partons du principe que la vie humaine est sacrée. Même le législateur congolais le reconnaît dans la Constitution parmi les droits reconnus à toutes les personnes vivant en RDC. Pour trouver l'équilibre, c'est ça même le débat qui est entre les défenseurs des droits de l'homme et les sécurocrates. Les personnes qui sont dans la sécurité, les priorités sont différentes. Les défenseurs des droits de l'homme disent que le droit à la vie est sacré, la vie humaine est sacrée, mais les sécurocrates, pour eux, pour les sécurocrates, on doit mettre l'accent sur la sécurité. Pour trouver l'équilibre, explorons d'autres voies, parce que en exécutant à la peine capitale, aujourd'hui, sauf s'il y a des statistiques qui vont me contredire, il n'y a pas d'incidence sur les taux de la criminalité. Malgré qu'on voudrait que, par les rétentionnistes, qu'en exécutant, ça donne l'exemple aux autres, et curieusement, il y a des personnes qui continuent à commettre des meurtres à gauche, à droite, notamment des actes terroristes qui arrivent à porter atteinte au droit à la vie des autres. Et voilà, nous sommes toujours en train de parler de la lutte contre le terrorisme en RDC avec Maître Bertrand Toussaint Kabembela, avocat près la Cour d'appel du Haut-Katanga. Alors, Maître, les traités internationaux ont-ils une autorité supérieure aux lois de la RDC? Comment ces accords internationaux s'appliquent-ils par rapport aux lois nationales? Merci beaucoup. Là, nous allons lire, je vais inviter ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, à lire l'article 215 de la Constitution congolaise qui dit que les traités ratifiés par la RDC ont primauté sur le droit interne. Mais comment ça se passe? Parce que
dans le droit international public, nous avons deux grandes tendances. Il y a l'école moniste, c'est-à-dire les traités qui sont ratifiés entrent automatiquement dans le droit interne, mais il y a aussi l'école dualiste qui considère que le droit international et le droit national sont deux entités qui marchent côte à côte. Mais la RDC fait partie des États monistes. Donc, ça c'est la Constitution qui le dit, lorsqu'un traité est ratifié, publié au journal officiel, il peut s'appliquer automatiquement, il entre dans l'arsenal juridique du pays, sauf, là je voudrais souligner cette exception, sauf si le traité en décide autrement. Le sauf là, je vais donner l'exemple du statut de Rome sur la Cour pénale internationale. Là, nous avons les crimes internationaux. Voici ce que le statut de Rome prévoit. Le statut de Rome a innové en matière du droit pénal. En droit pénal classique, nous savons que la responsabilité est individuelle. Mais quand vous lisez le statut de Rome, nous avons la notion de la responsabilité indirecte ou bien du supérieur hiérarchique, par exemple. Il y avait contradiction entre le droit interne et le statut de Rome que la RDC a ratifié. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des lois de mise en œuvre par rapport au statut de Rome, parce que c'est le texte lui-même qui le prévoit comme ça. Mais sinon, dans le système moniste comme le système de la RDC, les lois s'appliquent automatiquement. Mais quand nous lisons l'article 215 de la Constitution, il y a un corps unique entre les traités dûment ratifiés par la RDC, publiés au journal officiel, et le droit interne. Donc moi, en tant qu'avocat, je peux évoquer ces traités-là dans des procédures. Je peux évoquer les droits qui sont reconnus par exemple dans ces traités. Et comme nous avons un débat sur la peine de mort, on peut toujours les évoquer pour... Et la RDC s'était engagée en faveur du droit à la vie, la Constitution le reconnaît, et moi j'estime que l'exécution de la peine de mort est contre ce droit à la vie. Ça, ce sont des exemples que nous donnons. Alors, est-ce qu'on peut parler du terrorisme lorsqu'il s'agit de meurtre ou l'association des malfaiteurs? Merci beaucoup. On ne va pas parler directement du terrorisme. Dans ce cas, d'abord je prends le meurtre. Le meurtre peut être un acte issu d'un comportement terroriste. En fait, la grande différence, je vais aborder l'association des malfaiteurs après, je commence d'abord. La grande différence, c'est le contexte. Dans quel contexte le meurtre a été exécuté? Nous sommes par exemple dans le contexte du banditisme urbain. On ne va pas parler du terrorisme. Mais par contre, quand nous voyons le contexte d'une entreprise individuelle, l'intention c'est de faire peur, d'intimider, d'influencer le gouvernement. Là, nous pouvons avoir des actes terroristes qui se sont matérialisés par le meurtre. Mais le meurtre en soi, c'est une infraction à part entière. Le terrorisme, c'est une infraction à part entière. Mais dans les actes terroristes, on peut retrouver certains comportements. J'en arrive maintenant à l'association des malfaiteurs. Il y a deux sortes d'associations des malfaiteurs. Il y a l'association des malfaiteurs de droit commun, que nous avons dans le code pénal, mais il y a aussi l'association des malfaiteurs terroristes. La différence, c'est simplement le contexte. C'est le contexte qui va faire la différence. Voilà pourquoi dans le livre, nous encourageons le gouvernement congolais à légiférer, qu'il y ait une loi antiterroriste qui va mettre ensemble toutes ces infractions dont nous sommes en train de parler ici. Dans les actes terroristes, il n'y a pas que les actes terroristes au sens pur. Il y a aussi ce qu'on appelle les infractions connexes. Comme ici, j'ai parlé de l'apologie du terrorisme. Là, je viens encore d'ajouter l'association des malfaiteurs terroristes, qui est une association des malfaiteurs, mais dans un contexte terroriste, qui peut être une entreprise individuelle ou une entreprise collective, dans l'idée d'intimider, de faire peur, de faire pression, de faire changer la position d'un gouvernement, d'une organisation internationale, ainsi de suite. Alors, quelles sont les principales sources d'informations sur le terrorisme au niveau national et au niveau international? Au niveau international, il y a des organisations qui publient. Par exemple, nous avons l'Organisation des Nations Unies contre la drogue,
au NUDIC qui publie régulièrement. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, si vous allez sur Internet, vous allez dans des moteurs de recherche, vous pouvez facilement retrouver une documentation très fournie et cette organisation donne même de l'appui au niveau du gouvernement. Au niveau de la RDC comme source d'information, nous avons par exemple la MONUSCO qui organise dans ses entités, je vois la MONUSCO organiser beaucoup de formations. Il y a des magistrats qui ont été formés dans la lutte contre le terrorisme pour rester dans notre thématique. Mais il y a aussi des sources scientifiques, parce que là je parlais des organisations au niveau de la RDC et au niveau du monde, mais auxquelles nous pouvons entrer en contact pour puiser des informations. Mais il y a aussi des chercheurs. Nous avons mené des recherches, nous avons publié un livre où on a synthétisé. Et nous présentons ce livre-là comme un livre plaidoyer qui a des informations. Comme nous sommes dans le domaine de la recherche, il y a certains autres chercheurs qui peuvent améliorer. Nous-mêmes, nous sommes dans la perspective de pouvoir enrichir, actualiser encore ce livre dans les prochains mois. Revenons un peu en arrière, Maître. Croyez-vous qu'il n'y a pas encore de loi internationale pour tout type de terrorisme? Bon, je parlais des 19 conventions. Hein. Comme nous sommes dans une émission qui est bien chronométrée, on ne saura pas les citer. Dans les livres, je suis sûr qu'à la fin de l'émission, vous pouvez aussi partager mes contacts, ou bien les personnes peuvent passer par vous, je peux toujours les fournir. Les 19 conventions contre la torture au niveau mondial, en ce moment où nous parlons, ont touché à tous les aspects. Les problèmes de prise d'otages, les problèmes de terrorisme nucléaire, beaucoup de thématiques ont été touchées, sauf, puisqu'en droit international, quand il y a de nouveaux développements, on peut toujours avoir soit un même traité dans le même domaine qui va actualiser. C'est là où on parle des protocoles additionnels. Mais jusqu'à ce jour, quand je regarde les 19 conventions, ça touche à tous les aspects de lutte contre le terrorisme. Et c'est pourquoi nous-mêmes, nous disons que comme l'État congolais, à l'heure actuelle, le législateur congolais n'a pas touché à tous les aspects de lutte contre le terrorisme, il serait mieux qu'on puisse avoir en RDC une loi antiterroriste qui va reprendre tous les aspects et ça va permettre aux magistrats, par exemple, de bien instruire les dossiers qu'ils auront. Ça va permettre aussi à des organisations spécialisées, puisque en matière de lutte contre le terrorisme, il y a un renseignement spécialisé, qui n'est pas égal au renseignement que nous avons actuellement. Il y a un renseignement spécialisé de lutte contre le terrorisme. Vous voulez dire qu'il y a un peu un vide juridique? Effectivement, il y a un vide juridique. Il y a un vide juridique, comme je vous ai dit. Nous parlons de l'association des malfaiteurs. Or, il y a aussi une association des malfaiteurs terroristes. Donc, il y a un certain vide. Il y a des aspects que la loi congolaise, à l'heure actuelle, n'aborde pas. C'est une loi de 2002. Bien sûr, quand nous voyons en matière de lutte contre le financement du terrorisme, nous avons quand même une loi. On avait une loi de 2004, mais là nous avons une loi de 2024. Il y a une certaine évolution. Mais quand nous regardons la matière pénale au sens brut, je vous ai dit, nous avons le terrorisme comme acte répréhensible, mais il y a aussi des infractions connexes liées au terrorisme que toutes ne sont pas abordées à l'heure actuelle par le législateur congolais. Et même la répression, vous allez voir dans certains pays, il y a des parquets spéciaux qui luttent contre le terrorisme. Si nous saluons aujourd'hui ce que l'État congolais a légiféré a institué un tribunal spécial pour lutter contre la corruption, donc un parquet financier, pourquoi pas aller avec la logique jusqu'au bout en légiférant en matière de lutte contre le terrorisme. Voilà, nous sommes toujours en train de parler du terrorisme, la lutte contre le terrorisme en droit congolais, ou en RDC, avec Maître Bertrand Toussaint Kabembela, avocat près la Cour d'appel du Haut-Katanga. Alors, Maître,
Quelles sont les institutions que la RDC a organisées pour mieux lutter contre ces actes? Merci beaucoup. Quand vous parcourez nos textes, il y a beaucoup d'institutions. Je peux citer par exemple le ministère de l'Intérieur a dans ses attributions la lutte aussi contre le terrorisme. Je peux citer la police nationale congolaise qui a aussi dans ses mandats. Quand je vois la Direction générale des douanes et accises, la DGDA, dans son mandat, dans ses attributions, il y a aussi la lutte contre le terrorisme. Nous avons la CNRF, la cellule nationale des renseignements financiers. D'ailleurs, la CNRF publie régulièrement des rapports, puisque dans le renseignement financier, il y a effectivement la lutte contre le terrorisme, il y a aussi le problème de blanchiment d'argent. Et la CNRF travaille, publie les rapports, met à la disposition de la justice congolaise toutes les informations qu'elle a. Ça, c'est aussi une institution d'ailleurs, très capitale d'ailleurs, qui va travailler, beaucoup aider aussi le tribunal financier. Il y a beaucoup d'institutions. Il y a même certains textes de loi qui rentrent, qui touchent aussi à la matière du terrorisme. Quand je regarde de mémoire la loi sur la nationalité, une personne qui a par exemple commis des actes terroristes, cette personne, cela pourra avoir un impact sur sa nationalité par exemple. Donc nous avons beaucoup d'institutions qui ont une parcelle de pouvoir en matière de lutte contre le terrorisme. Et au-dessus de toutes ces institutions, nous avons bien sûr le parquet, qui est l'organe poursuivant et qui peut poursuivre toutes ces personnes-là. Mais il y a ce bémol-là que nous signalons ici, c'est que à l'heure actuelle, la loi congolaise n'aborde pas tous les aspects des luttes contre le terrorisme. Quelle est l'évolution du terrorisme depuis les 11 septembre 2001 sur les droits congolais et internationaux? Il y a quand même une évolution sur ces... Merci beaucoup. Il y a une très grande évolution. J'ai essayé de brosser, j'ai parlé des attentats du 11 septembre 2001 pour dire qu'avec ces attentats-là, il y a eu des grands tournants au niveau de la lutte contre le terrorisme. Puisque quand nous voyons le terrorisme, j'ai parlé des 19 conventions, mais il y a aussi ce qu'on appelle, ça c'est le domaine conventionnel, au cadre conventionnel, mais il y a aussi le cadre extra-conventionnel. Ce sont par exemple les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Même au niveau de l'Afrique, il y a ce cadre-là. Le niveau international a évolué. Je vais donner juste un exemple. Il y a une résolution qui avait été prise, je pense, en septembre 2001, où on obligeait aux États à prévenir, à respecter, à prévenir et à réprimer plutôt le terrorisme et à concrétiser cela dans la loi interne. Et en 2002, puisque là nous sommes en 2001, en 2002, nous avons une loi antiterroriste, mais qui est restée la même jusqu'en 2026. C'est-à-dire des dispositions antiterroristes, pas une loi, des dispositions antiterroristes, sauf en matière de financement contre le terrorisme, où on avait une loi de 2004 qui, après 20 ans, en 2024, cette loi a évolué. Elle a quand même changé. Mais sur le plan pénal pur, on constate une certaine léthargie. Au niveau international, ça a bougé. Il y a même certains pays qui ont connu beaucoup de lois antiterroristes, même s'il y a un débat aujourd'hui. Mais ici, notre mission, ce n'est pas de juger tel ou tel autre, mais c'est de pouvoir faire avancer aussi la législation congolaise en la matière. Mais il y a aussi des pays qui ont vraiment bougé en cette matière-là, qui est vraiment une menace aussi pour la République démocratique du Congo, mais on sent que c'est resté figé au niveau de la République de la RDC, malheureusement. Vous venez de nous parler des entreprises individuelles et collectives. Selon l'article 157 du Code pénal militaire, est-ce que vous pouvez nous donner quand même une petite différence entre les deux entreprises? Dans l'entreprise individuelle, c'est une personne qui commet les actes terroristes étant seule. Les chercheurs l'appellent le loup solitaire. Puisqu'en matière de terrorisme, il y a ce qu'on appelle l'endoctrinement. On commence par endoctriner la personne va se radicaliser
et la personne va passer à l'acte. C'est ça le processus pour mener une personne vers des actes terroristes. On endoctrine la personne avec certains enseignements. Quand la personne va encaisser, la personne va se radicaliser. Et quand la personne se radicalise, la personne va passer à l'acte. Et c'est le processus contraire si on veut démobiliser un ancien terroriste. On va refaire ce processus de manière inverse. La personne est passée à l'acte. On va commencer par la déradicalisation pour que la personne rentre dans la vie civile. Mais une personne peut se radicaliser et passer à l'acte seul. Nous sommes dans une entreprise individuelle. Pour ceux qui suivent l'actualité, ça peut se passer, si nous sommes vraiment vigilants, on va voir que il y a certaines actualités qui en ont parlé. Mais dans l'entreprise collective, ces actes sont menés en groupe. Mais ce n'est pas qu'on voit déjà ces personnes passer à l'acte directement, mais ça commence par la préparation. Les gens préparent, nous parlons, on peut parler à un certain niveau même d'une association de malfaiteurs terroristes, qui est différente d'une association de malfaiteurs qui n'est pas dans les contextes terroristes. Et quand ce groupe qui a planifié son acte, ce groupe qui a fait les plans, ce groupe qui a montré comment procéder, quel jour, qui a donné du matériel, qui a les moyens, passe à l'acte, cette fois-là, on ne va pas parler d'une entreprise individuelle, mais nous allons parler d'une entreprise collective parce que ce sont des personnes qui ont agi ensemble jusqu'à commettre les actes terroristes. Alors, sur le plan pratique, comment protéger les victimes et les témoins d'actes de terrorisme? Ça, c'est un autre débat aussi que j'aborde dans le livre. Il s'est fait malheureusement, contrairement à d'autres pays, le législateur congolais offre une protection générale aux victimes de terrorisme, puisque nous avons une loi qui protège beaucoup plus les victimes des crimes internationaux. Aujourd'hui, nous parlons de FONAREV et tout ce que FONAREV est en train de faire, mais il n'y a pas de précision autour des victimes d'actes terroristes. C'est le plaidoyer que nous faisons, puisque quand vous parcourez certaines législations, je pense que j'avais fait référence à une législation d'un pays, parce que j'avais fait du droit comparé à ce niveau-là, il y a une loi spéciale qui protège les victimes d'actes terroristes. Mais dans notre pays, les victimes et les témoins de manière spéciale. Parce que les besoins d'une victime ou d'un témoin dans des matières terroristes, ces besoins sont différents d'autres victimes et témoins. D'où il faudrait une protection qui ne soit pas générale, mais la protection doit être spécifique, compte tenu de ces besoins. Voilà. Maître, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Est-ce que c'est possible de nous faire un résumé et de donner votre avis concernant cette émission? Merci beaucoup. Je pense que nous avons eu des échanges fructueux qui vont peut-être demander que nous puissions insister sur d'autres points parce qu'on ne pouvait pas aborder tous les points. Dans cette émission, nous avons eu comme sujet principal, on a fait l'état des lieux de la lutte antiterroriste en RDC. Et il s'est fait que ce débat-là, nous l'avons concrétisé dans un livre que nous avons publié. Et en scrutant très bien, nous voyons que la volonté du législateur congolais est là. Elle s'est manifestée dans le code pénal militaire. Elle s'est manifestée dans la lutte contre le financement du terrorisme avec une loi de 2004 d'abord et une loi de 2024 ensuite. Mais les choses sur le plan pénal n'ont pas bougé, elles sont restées figées. D'où, dans cette émission, nous avons rappelé cela, puisqu'il y a des aspects qui ne sont pas abordés. C'est comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure d'une association de malfaiteurs terroristes, c'est-à-dire les gens se réunissent pour commettre des forfaits, mais cette fois-là, dans le contexte lié à des actes terroristes. Cela n'est pas, malheureusement, c'est l'une des infractions qui ne revient pas dans le droit congolais. Et nous proposons aussi aux législateurs congolais de pouvoir doter le pays des institutions appropriées, par exemple un parquet antiterroriste,
et de pouvoir doter le pays d'un renseignement spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme, parce que les enquêtes en matière de terrorisme ou bien l'instruction des dossiers liés au terrorisme, la procédure n'est pas la même. Même la garde à vue, les perquisitions, ainsi de suite. Il y a quand même un débat entre les défenseurs des droits de l'homme et les spécialistes en matière de sécurité. Mais ça, c'est un débat que nous laissons à l'appréciation de la science. Mais sinon, nous pensons que on ne va pas rester dans la ratification des traités, mais il faudra les concrétiser pour que l'État congolais puisse respecter ses obligations au niveau du droit international, parce que là, nous sommes au niveau du droit international public ou le droit des traités. Je pense que c'est le débat que nous avons eu. Le pays a des institutions, c'est vrai, mais il faut renforcer ces institutions-là. Il faudrait leur doter des moyens conséquents, mais il faut beaucoup plus faciliter les professionnels en droit de pouvoir mieux défendre leurs clients si ce sont des avocats, ou bien de pouvoir instruire comme il faut leurs dossiers ou de pouvoir bien mener leurs enquêtes. Et cela ne passe que par une loi antiterroriste qui va toucher à tous ces aspects-là. Alors, maître, comment traduirez-vous l'adage « Pacta sunt servanda » ? L'adage Pacta sunt servanda, c'est une locution latine qui veut tout simplement signifier les traités, les contrats doivent être respectés. Ici, comme nous sommes en droit international public, on ne va pas aborder les aspects du droit civil, les droits des contrats. Ça veut tout simplement dire, pour les États, les traités qui ont été ratifiés par les États doivent être exécutés de bonne foi. C'est l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Ça voudrait dire qu'un État, pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, c'est l'obligation de réaliser ou de la mise en œuvre. Quand un État devient partie à un traité, cet État doit exécuter de bonne foi ce traité-là. Alors, maître, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. C'en est fini pour aujourd'hui. Nous avons eu à parler de la lutte contre le terrorisme en RDC, avec comme invité maître Bertrand Toussaint Kabembela, avocat près la Cour d'appel du Haut-Katanga. Alors, merci pour votre attention et votre fidélité. Retrouvons-nous à la prochaine émission Injusticia. D'ici là, portez-vous bien. C'était Adam Samalaïka. Ciao. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs doigts. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs doigts parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droit, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia.